La Russie connaît de nombreux problèmes sur le champ de bataille ukrainien. Plus d'1 million de soldats du pays ont été tués ou blessés, et des dizaines de milliers d'unités d'équipement militaire ont été détruites. Cependant, il est possible que ce ne soit pas ce que l'Ukraine fait sur son territoire qui mette fin à la guerre de Vladimir Poutine. Cela pourrait être un problème en Russie. Une maladie apparemment incurable qui touche la Russie depuis l'époque soviétique est aujourd'hui sur le point de détruire le pays. La Russie souffre du syndrome hollandais, et cela ronge le pays de l'intérieur. C'est selon Paul Wahlberg, qui a publié une vidéo sur YouTube le 10 octobre détaillant comment la version russe du syndrome hollandais est à plusieurs niveaux. Et cela pourrait être l'un des pires cas jamais observés. Mais avant d'entrer dans les arguments de Wahlberg, un peu de contexte s'impose peut-être. Il faut d'abord comprendre le syndrome hollandais, avant d'examiner comment la Russie pourrait être gravement affectée par cette maladie. Le syndrome hollandais doit son nom à un événement survenu aux Pays-Bas, à la fin des années 1950. Tout a commencé lorsque les Néerlandais ont découvert des gisements de gaz naturel en mer du Nord en 1959. Les Néerlandais ont extrait et vendu ce gaz, générant ainsi une grande richesse. Cela a aussi fortement augmenté la valeur de la monnaie néerlandaise, ce qui semblait positif jusqu'à l'apparition des inconvénients. Qu'un seul produit ait un tel impact sur un pays n'est pas idéal pour les autres produits que ce pays vante. Alors que les Pays-Bas profitèrent de la nouvelle richesse générée par leur industrie énergétique, d'autres secteurs économiques du pays ont commencé à s'effondrer. Le renforcement du gilda néerlandais a involontairement affaibli les exportations néerlandaises de produits non énergétiques. Le chômage a grimpé en flèche, passant de 11% à 51%, car les entreprises en dehors du secteur de l'énergie ont été contraintes de fermer leurs portes pour plusieurs raisons. Ces entreprises ne pouvaient pas gagner assez d'argent et faisaient face à un secteur en plein essor, offrant de meilleurs salaires à leurs employés potentiels. Tout le monde voulait travailler dans le pétrole et le gaz néerlandais, et les autres industries néerlandaises ont commencé à s'effondrer en conséquence. Cette situation illustre ce qui se passe lorsqu'une nation met tous ses œufs dans le même panier d'un seul secteur. On ne peut reprocher aux Pays-Bas d'avoir cherché à tirer un maximum de profit de leurs nouveaux gisements de gaz et de pétrole. N'importe quelle autre nation ferait la même chose. Toutefois, le développement fulgurant de l'industrie énergétique du pays a tout bouleversé autour d'elle. Voilà en résumé le syndrome hollandais. Actuellement, la Russie souffre gravement de cette maladie, risquant l'effondrement de son économie, bien avant que l'Ukraine puisse chasser physiquement les envahisseurs russes de son territoire. Et cela nous ramène à la vidéo de Warburg, qu'il commence en soulignant l'ampleur de la catastrophe qui plane sur l'avenir de la Russie. Comme pour les Néerlandais, tout débute avec l'industrie énergétique russe, que Warburg considère comme le principal symptôme de la maladie hollandaise en Russie. L'industrie énergétique russe est actuellement à genoux. C'est particulièrement vrai pour ces secteurs de l'essence et du pétrole raffiné, qui subissent des bombardements ukrainiens constants depuis plusieurs mois. Le 14 octobre, le Kiev indépendant a indiqué que la Russie avait demandé à son service fédéral anti-monopole de fixer des prix maximum dans toutes les stations-service du pays. Cela se produit parce qu'il y a d'importantes pénuries, qui créent des problèmes d'offres et de demande. Comme les stations-service reçoivent si peu d'essence à vendre, certaines augmentent leur bon et leur prix pour profiter de la demande d'un produit désormais en très faible quantité. La Russie essaie de faire baisser les prix par la législation. Mais cela ne change pas le fait que beaucoup de ces stations-service n'ont tout simplement pas assez du produit qu'elles doivent vendre. De nombreuses stations-service russes ont cessé toute vente. Dans le district fédéral sud, 220 stations-service, soit 14% du total, ont totalement cessé de vendre du carburant. La Russie, bien sûr, affirme qu'il s'agit d'un problème temporaire. Le 13 octobre, le ministre des Finances russe, Anton Silawanov, a tenté d'affirmer que la Russie maîtrisait ce problème. Sur la question des prix du carburant dans certaines régions, il est clair qu'il existe actuellement certaines contraintes d'approvisionnement, que je suis convaincu que nous surmonterons dans un avenir proche. Selon Reuters, Silawanov admet son erreur. Les contraintes d'approvisionnement viennent des frappes de drones ukrainiens, à longue portée, qui ne cesseront pas simplement parce que la Russie le souhaite. Et cela est une conséquence directe des frappes ukrainiennes sur les infrastructures énergétiques russes, en particulier les raffineries de pétrole russes, qui ne faiblissent pas.
Elles ne font qu'augmenter chaque jour qui passe. Comme le souligne Warburg, ce n'est pas ce que la Russie veut entendre. Selon la BBC du 2 octobre, l'Ukraine a déjà frappé 21 des 38 principales raffineries russes en 2025, dont plusieurs à plusieurs reprises. C'est 48% de plus qu'en 2024 pour les frappes sur les raffineries, et rien n'indique que l'Ukraine va s'arrêter. Elle constate l'impact de ces attaques, non seulement dans les files d'attente aux stations-service russes, mais aussi dans les mesures désespérées prises par la Russie pour surmonter sa crise du carburant. Par exemple, la Russie se tourne vers d'autres pays pour se procurer de l'essence. Le 1er octobre, le Kiev indépendant a indiqué que la Russie cherche désormais en Asie à soutenir ses approvisionnements en essence. La frappe sur la raffinerie ukrainienne a mis hors service près de 40% de la capacité du pays. La Chine semble faire partie de ces pays, tout comme la Biélorussie, et cette question sera examinée sous peu. C'est ici que le premier symptôme du syndrome hollandais de la Russie commence vraiment à se manifester. La Russie ne devrait pas avoir à acheter de l'essence. Le pétrole et le gaz sont les principaux moteurs économiques du pays. Privée de carburant à vendre, la Russie subit un choc majeur. Comme le note Warburg, les exportations d'énergie de la Russie représentent la majorité des revenus du pays tout entier. Même les revenus qui ne viennent pas directement des exportations d'énergie proviennent souvent indirectement de celles-ci. Ainsi, les entreprises soutenant l'industrie énergétique russe, comme les stations-service citées, connaîtront des difficultés dès que le secteur énergétique russe sera en crise. On parle ici du syndrome hollandais dont la Russie souffre, du moins en apparence, mais cela va bien plus loin. Avant d'expliquer comment, il faut évoquer une ironie douloureuse que la Russie affronte actuellement. La Chine fait partie des pays auprès desquels la Russie va acheter des produits pétroliers raffinés, pour compenser le déficit qu'elle connaît actuellement. La Chine est l'un des principaux acheteurs de pétrole brut russe depuis le début de la guerre en Ukraine. En 2024, la Chine a acheté plus de 100 millions de tonnes de pétrole brut russe à prix réduit. Warburg indique que les ventes de pétrole russe à la Chine étaient sans doute à peine rentables, la Russie dépendant fortement de la Chine comme l'un de ses rares grands clients. L'ironie, c'est que le pétrole brut que la Chine a acheté en si grande quantité est maintenant revendu à la Russie sous forme de produits raffinés, qui sont plus chers que le brut. La Russie pensait que la Chine l'aidait financièrement dans sa guerre contre l'Ukraine. La Chine profite volontiers de la faiblesse de la Russie, aggravant ainsi la maladie hollandaise qui la frappe. Géopolitiquement, la Chine a manipulé la Russie comme un violon, comme l'a souligné la fondation Jamestown dès décembre 2023. La fondation a déclaré que la Russie est de plus en plus contrainte de fournir des ressources stratégiques à ses partenaires, à des conditions très défavorables, en échange de simples démonstrations de soutien politique et d'assistance. Il y a près de 2 ans, rien n'a vraiment changé. En dehors de la Chine, certains exploitent davantage la vulnérabilité de la Russie en vendant leurs produits chez pétroliers raffinés pour récupérer une part de l'argent que Vladimir Poutine comptait utiliser pour la guerre en Ukraine. L'industrie pétrolière russe en difficulté est désormais vue comme le principal symptôme de sa maladie hollandaise. D'autres problèmes, plus profonds, sont révélés par le commentaire désinvolte de Warburg. Même les industries qui soutiennent le secteur énergétique de la Russie dépendent du succès de ce secteur. C'est pareil pour la plupart des industries en Russie, simplement parce que ce pays est immense. C'est là que la stratégie de frappe sur les raffineries ukrainiennes révèle tout son génie. Warburg note que les raffineries de la Russie sont réparties dans tout le pays, alors l'Ukraine a répondu en frappant autant qu'elle le peut, aussi loin que ses armes le lui permettent. Warburg révèle pourquoi les raffineries russes sont réparties ainsi. Les raffineries sont réparties dans tout le pays pour réduire les coûts de transport du dernier kilomètre. Ainsi, l'énergie raffinée n'a pas à parcourir une aussi grande distance. Pensez à ce que cela implique pour la Russie aujourd'hui. Les raffineries qui fonctionnent encore à une capacité décente sont celles qui sont hors de portée des drones longue portée de l'Ukraine. Cela signifie aussi que ces raffineries sont très éloignées des régions russes, ayant besoin de plus d'essence. La Russie est maintenant obligée de transporter les produits de pétroliers raffinés sur de plus longues distances, en utilisant ces mêmes produits pour alimenter les camions et les trains qui effectuent ces trajets plus longs. Il en va de même pour le pétrole raffiné que la Russie importe. D'ailleurs, la Russie ne dispose que d'un nombre limité de ports, par lesquels ces produits peuvent arriver. L'essence achetée par la Russie doit aussi parcourir de longues distances pour atteindre sa destination. C'est une couche de coûts supplémentaires, aggravant davantage la maladie hollandaise en Russie. La seule solution trouvée par la Russie à sa dépendance au pétrole ne fait que l'accentuer.
L'économie russe pourrait pratiquement s'effondrer à cause de ce problème, dit Wolberg. À la fois à cause des pertes de revenus et de l'augmentation des coûts, mais aussi pour la simple raison que si les gens ne peuvent pas utiliser l'énergie, ils ne peuvent ni acheter, ni vendre, ni commercer entre eux. Pravda rapporte que plus de la moitié des régions russes faisaient face à des pénuries d'essence au 12 octobre. Dans plusieurs régions, les Russes sont limités à 10 à 20 litres d'essence par passage à la station, si toutefois ils peuvent en acheter. Cela équivaut au mieux à 43,9 gallons, ce qui est loin d'être suffisant pour remplir le réservoir de la plupart des voitures. Pour les entrepreneurs russes, qui dépendent des déplacements à travers le pays pour faire fonctionner leurs entreprises, que ce soit leurs propres déplacements ou ceux de leurs employés, la situation est critique. Les voitures peuvent à peine faire le plein suffisamment pour atteindre les limites de leur propre région, sans même parler de voyager dans d'autres parties de la Russie. Comme indiqué, la maladie hollandaise touche aussi les entreprises hors du secteur enrichissant le pays. Dans le cas des Pays-Bas, une monnaie en forte hausse a eu un impact négatif sur les autres secteurs. Pour la Russie, la perte de ses produits les plus importants pose problème, car la Russie n'arrive pas à répondre à la demande d'essence de ses entreprises nationales. La Russie ne peut pas non plus vraiment résoudre ce problème de maladie hollandaise. Après tout, c'est un problème qui existe depuis des décennies, et c'est un problème qui ne peut pas être résolu dans le système de gouvernement sous lequel la Russie fonctionne. Warburg note que les premiers pays touchés par la maladie hollandaise ont réussi à s'en remettre. Les Pays-Bas sont une démocratie, contrairement à la Russie qui est une oligarchie. Les difficultés économiques de la Russie pendant la guerre en Ukraine sont connues, mais ces oligarques ne sont pas touchés. En août, Newsweek a indiqué que les milliardaires russes s'enrichissent très vite. Rien que l'année dernière, ces oligarques sont ajoutés 20 milliards de dollars à leur richesse collective. C'est une avidité à courte vue qui va s'accentuer, la Russie ayant tant de problèmes avec son produit principal. Encore une fois, l'offre et la demande entrent en jeu. Les raffineurs de pétrole russes, survivants, peuvent maintenant demander plus d'argent pour leurs produits sur le marché intérieur, à cause des pénuries en Russie. C'est déjà évident. Comme le rapporte France 24, l'essence AI 92 et AI 95 se négocient désormais à 901 000 dollars la tonne respectivement, ce qui place les deux près de leur niveau historique les plus élevés. Les oligarques russes encaissent les bénéfices, et Poutine en fait presque certainement partie, alors que le reste de la Russie peine. La Russie n'a aucune volonté de résoudre ce problème. Les oligarques s'y opposent. D'autres secteurs industriels en souffrent, comme l'a souligné le Moscow Times en août. Selon le média, en juillet précédent, le secteur manufacturier russe a connu sa plus forte contraction depuis mars 2022. L'indice des directeurs d'achat du secteur a chuté à 47 en juillet contre 47,5 en juin. Tout chiffre inférieur à 50 indique un secteur en déclin. Et c'est précisément le genre de problème que provoque le syndrome hollandais. Les autres secteurs déclinent, car la Russie investit toute son énergie et son argent dans le secteur le plus rentable. Et s'il y a le moindre doute sur le fait que l'énergie soit la principale source de richesse pour la Russie, considérez les chiffres présentés par l'Institut d'Oxford pour les études énergétiques. Il précise que les revenus du pétrole et du gaz en Russie représentent 30 à 50% du budget fédéral annuel. En plus de représenter environ 20% du produit intérieur brut de la Russie. Poutine ne veut pas changer cela. La Russie étouffe activement tous les innovateurs dans tous les domaines parce que, pour Poutine, le contrôle est plus important que la croissance. En juin dernier, le Moscow Times a rapporté que Poutine affirmait qu'il fallait les étrangler, en référence aux géants occidentaux de la technologie qui pourraient envisager d'investir en Russie. Ces géants technologiques offriraient aux Russes, hors de la bulle oligarchique, des opportunités de réussir seuls, ce qui éroderait le contrôle que l'oligarchie exerce sur le reste de la population. Donc, le statu quo doit être maintenu. La maladie hollandaise doit empirer. Bien sûr, cela pose un problème évident, comme l'explique Warburg. Il note que la Russie n'a pas de marques innovantes, qui vendent des produits au reste du monde. Il en va de même pour de nombreuses autres industries russes. Et cela signifie essentiellement que lorsque vous retirez le secteur de l'énergie, comme c'est le cas maintenant, l'économie russe dans son ensemble peut rapidement s'effondrer. Comme un château de cartes. Et cela nous amène parfaitement au point suivant. La maladie hollandaise de la Russie est encore plus profonde que ce que nous avons dit.
Le budget fédéral russe dépend largement du secteur énergétique. Devine où part la majeure partie de ce budget actuellement. L'industrie de l'armement russe, bien sûr. Ce secteur représente l'un des rares secteurs en croissance que la Russie possède actuellement. Et il a reçu énormément de financements qui ne peuvent venir que des revenus du pétrole et du gaz. Tellement de financements, en fait, que Wahlberg dit que cette industrie à elle seule a provoqué d'énormes hausses de salaires à travers la Russie, ce qui entraîne à son tour des pénuries de main-d'œuvre dans d'autres secteurs. Repensez à l'exemple des Pays-Bas mentionné plus tôt dans la vidéo. Cela doit montrer qu'une seule industrie en plein essor peut pousser des employés potentiels à abandonner d'autres secteurs pour gagner autant qu'ils le peuvent dans cette autre industrie. La production d'armes connaît un essor en Russie, rendu possible uniquement par le secteur énergétique. D'autres industries russes ressentent aussi la pression. Cela signifie que la maladie hollandaise de la Russie n'affecte pas seulement le pays au niveau national, elle nuit aussi à la Russie au niveau local. BBC, Monitoring, a signalé en février que la Russie avait augmenté sa production industrielle de 46% en 2024 par rapport à 2023. Cette croissance s'explique par la fabrication de métaux, l'électronique et la réparation de machines et équipements. Tous ces secteurs sont intrinsèquement liés à l'économie de guerre que Poutine a créée en Russie, mais l'impact se faisait sentir ailleurs. BBC, Monitoring, a rapporté que 13% des entreprises russes manquaient de fonds de roulement au premier trimestre 2024. Ce taux atteignait 25% fin d'année. La croissance de l'industrie manufacturière dépendait aussi de l'industrie de guerre. Le média cite Spiegel Finance qui déclare: selon des estimations préliminaires, sur les 183 points de pourcentage de croissance manufacturière en 3 ans, plus de 20 points de pourcentage sont attribuables aux facteurs du complexe militaro-industriel. À travers les liens intersectoriels, il est impossible de faire des estimations précises, ce qui signifie que le secteur civil est majoritairement dans le négatif. C'était en 2024. La situation ne fait qu'empirer en 2025. Pourquoi un Russe moyen voudrait-il travailler ailleurs que dans une industrie liée à la guerre alors que la guerre pèse si bien? À court terme, ce genre de problèmes locaux ne se manifestent pas immédiatement. Les gens sont mieux payés parce qu'ils changent de poste pour rejoindre le complexe militaro-industriel russe. Ils peuvent donc dépenser davantage dans les commerces locaux, tels que restaurants et boutiques, qu'avant. Cela suppose que ces commerces locaux survivent, alors qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec les salaires proposés ailleurs. Mais tout cela n'est que temporaire, comme le souligne Wahlberg. Les petites villes militaires auront le plus de mal à affronter une histoire presque aussi ancienne que l'industrie. Quand une communauté dépend d'une seule industrie, elle s'effondre si celle-ci disparaît. Il suffit d'observer la Rust Belt américaine, sauf New York, pour s'en convaincre. Forbes indique qu'en 1950, la Rust Belt comptait un tiers de la population américaine. L'acier, le charbon et les véhicules dominaient la production régionale. Avec le temps, la production d'acier et de véhicules a été délocalisée à l'étranger. Le charbon, en revanche, est devenu un produit moins recherché à mesure que le pétrole, le gaz et finalement, les solutions d'énergie propre ont pris le relais. En 2000, la Rust Belt ne comptait plus qu'un quart de la population américaine, contre un tiers auparavant. Les gens partaient, envoyés vers d'autres États et d'autres secteurs, car le travail dans les secteurs traditionnels de la Rust Belt avait disparu. Des communautés ont été détruites. La même chose arrivera quand l'économie de guerre russe cessera, mais la Russie, en tant qu'oligarchie, ne proposera pas autant d'options par la suite. C'est encore l'argument de l'oligarchie contre la démocratie. Les innovations, ailleurs aux États-Unis du moins, ont permis aux personnes qui vivaient et travaillaient auparavant dans la Rust Belt de poursuivre des opportunités ailleurs. En Russie, les seules opportunités qui existent sont celles offertes par l'oligarchie. Donc, ce que la Russie connaît, c'est une triple dose du syndrome hollandais. Son secteur énergétique, pilier du château de cartes, s'effondre. Si ce secteur s'effondre, les Russes, déjà en difficulté pour voyager et commercer, seront bloqués, détruisant de nombreuses entreprises. Avec l'effondrement du secteur énergétique et la fin de la guerre en Ukraine, l'économie de guerre russe disparaîtra et des communautés locales seront ruinées. Tout cela se déroule en temps réel, au point que l'effondrement de la Russie a déjà commencé. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos expliquant comment les troubles internes de la Russie pourraient mener à la fin du pays.